présente Marc Lachaiseray, directeur de recherche au CNRS, qui travaille au service d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique. Ses spécialités sont cosmologie, gravité, espace, temps. Et je lui laisse la parole. Vous avez des questions, après, ça va durer à peu près 1 heure. Donc, je vais vous parler de l'espace et de ses formes. C'est un sujet assez difficile à cerner parce que l'espace, évidemment, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un concept, une idée ou un objet qui relève de plusieurs disciplines, de plusieurs approches. Bien sûr, il y a l'espace en mathématiques, l'espace en physique, mais aussi l'espace dans les différentes branches de la physique. Et comme vous allez le voir et l'entendre plus tôt, l'espace, ses propriétés, la manière dont on l'envisage est différente d'une branche à l'autre de la physique. Il est également conçu de manière différente au cours de l'histoire des idées. Et c'est pour toutes ces raisons que c'est assez difficile de préparer une conférence sur l'espace et qu'il faut rassembler des idées qui sont très différentes et essayer de les unifier. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et mon exposé se présentera en 2 parties. Une première partie qui sera essentiellement historique, qui va prendre, si vous voulez, l'histoire des idées depuis l'Antiquité grecque jusqu'à peu près au XXe siècle, évidemment en survolant très rapidement cette évolution. Et j'essaierai de vous montrer qu'il y a une constante dans l'évolution des idées qui est, pour simplifier, une recherche et une exigence d'harmonie pour penser le monde. Alors une harmonie, soit une harmonie qu'on pense trouver dans le monde, soit une harmonie qu'on apporte dans la construction du monde, et que cette exigence d'harmonie, une des manières dont elle se manifeste, c'est une géométrisation du monde, c'est-à-dire que lorsqu'on construit un système du monde, lorsqu'on cherche à expliquer le monde, on fait appel à la géométrie. Ce qui va aboutir à une géométrisation, je dirais, complète à peu près au XVIIe siècle, puisque vous savez qu'au XVIe, XVIIe siècle se produit une grande révolution dans les idées. À la suite de la Renaissance, cette révolution s'applique dans le domaine des sciences, et on peut dire que c'est à cette époque, avec Newton et tous ses prédécesseurs, c'est de cette époque que date à peu près la naissance de la physique, du moins c'est une manière dont on peut voir les choses, et j'essaierai de vous montrer que c'est l'époque où précisément on conçoit et on dénonce précisément les propriétés d'un espace physique qui sont en correspondance avec un espace mathématique. Ensuite, je vous montrerai qu'une fois qu'on a introduit un certain espace, qui était l'espace de Newton, l'espace mathématique euclidien, qui physiquement est l'espace de Newton, eh bien, la physique continuera à utiliser ces espaces, mais éventuellement en modifiant leurs propriétés. Et ça m'amènera à la deuxième partie, qui est plus concernée par la physique contemporaine et même peut-être la physique spéculative, c'est-à-dire les idées qu'on a pour faire évoluer la physique. Et dans cette deuxième partie, j'essaierai de vous montrer comment mathématiquement, géométriquement, rassurez-vous sans équation bien entendu, comment géométriquement on peut caractériser les différentes propriétés d'un espace et comment on peut différencier entre elles les différentes sortes d'espaces que l'on peut concevoir et que l'on peut essayer d'appliquer à la physique. Alors la première partie, par laquelle je commence, c'est mieux de commencer par la seconde, et sera illustrée par les diapositives. Et ces diapositives sont en fait des documents que j'ai présentés dans une exposition à la Bibliothèque nationale, que peut-être certains d'entre vous ont pu voir, qui s'appelait Les figures du ciel, une exposition que j'avais faite avec mon collègue Jean-Pierre Luminet, et qui retraçait plusieurs aspects de l'histoire des idées à propos du ciel, à propos du cosmos et de l'univers. Et bien entendu, il y a un lien très fort entre l'espace et le monde ou l'univers ou le cosmos, selon la manière dont on l'appelle, puisque finalement l'espace c'est une des formes de l'univers. L'univers, aujourd'hui, on va par exemple le considérer comme l'espace
mélanger autant ce qui donne l'espace-temps et son contenu, avec d'ailleurs une interaction très forte entre ce cadre géométrique de l'espace-temps et le contenu, qui fait que ça forme un tout pratiquement indissociable. Mais d'une part, ça n'a pas toujours été aussi indissociable, puisque vous verrez qu'il y avait l'espace dans les conceptions un peu plus anciennes, il y avait l'espace et le contenu. Et puis d'autre part, même si c'est indissociable, parce que les théories nous disent que les deux composantes, géométriques et matérielles, pour autant qu'on puisse les définir, interagissent l'une sur l'autre, et bien même si c'est indissociable, on peut au moins, par l'esprit, essayer de considérer séparément les propriétés de chacune des deux composantes et donc essayer de parler de la géométrie de l'espace, même dans la cosmologie d'aujourd'hui. Alors l'histoire remonte très loin, et si on peut voir déjà la première diapo. Alors la première diapo, c'est plutôt pour vous mettre dans une certaine ambiance, et je crois que cette gravure de Dürer d'ailleurs avait la même fonction. C'est une gravure qui date de la fin du Moyen-Âge et qui va donc marquer à la fois la fin d'une période, la fin de l'Antiquité et le début d'une nouvelle période, une période qui va durer un certain temps, qui va durer un peu plus d'un siècle, entre 1 et 2 siècles, qui va finalement culminer avec Newton, qui est précisément cette période où les conceptions du monde vont changer totalement. On va aboutir à ce qu'on appelle la science, la physique, l'astrophysique d'aujourd'hui, y compris l'idée de l'espace, et toujours avec l'idée d'harmonie. Alors, il me semble qu'à cette période, il y a beaucoup de choses que l'on peut reconnaître et qui sont présentes partout, pas seulement dans les arts, mais aussi dans la science. Et à cette époque, il y a sans doute beaucoup plus d'interactions mutuelles entre l'art et la science qu'il y en a aujourd'hui, et je vous donnerai quelques exemples. Et ici, on voit par exemple la géométrie présente sous forme des polyèdres ou des sphères, qui ont joué un rôle très important dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la géométrie et de la cosmologie. On voit une échelle qui fait allusion à l'échelle céleste. Le ciel est une échelle qui permet de relier la Terre et l'homme donc au ciel, qui a à la fois une connotation mystique et une connotation symbolique. Je n'ai pas le temps ici de tout détailler, mais l'image de l'échelle est très importante dans tous les documents qui parlent du ciel à cette époque. Le ciel est là, il y a la comète qui marque finalement un présage et qui annonce finalement peut-être la fin du Moyen-Âge et qui est un signe qui annonce des temps nouveaux. On voit la balance, on voit le sablier, on voit un carré magique. Donc il y a partout des références à l'arithmétique, à la géométrie, à l'harmonie dans cette gravure qui s'appelle la mélancolie et qui donne une certaine ambiance qui est, je répète, celle de la fin d'une époque et du début d'une époque nouvelle. Alors, la diapositive suivante, je crois que... Voilà. Alors, les présocratiques, c'est-à-dire les premiers penseurs grecs qui nous ont laissé une œuvre où les systèmes du monde sont pensés de manière cohérente, construisent déjà du système du monde, mais qui ne sont pas vraiment géométrisés. En revanche, les pythagoriciens déjà expriment le désir, la volonté de comprendre et d'expliquer le monde en référence à l'harmonie. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'on peut estimer que tout le mouvement qui finalement va aboutir à la physique et à son évolution la plus contemporaine, y compris la recherche actuelle, démarre avec les pythagoriciens, avec cette exigence de représenter le monde d'une manière harmonieuse. Sous-entendu, on doit représenter le monde de manière harmonieuse parce qu'il est harmonieux. Alors, pourquoi est-il harmonieux? Eh bien, pour les uns, ce sera parce que Dieu a voulu le créer harmonieux, ou d'autres ne répondront pas à la question, mais le monde est harmonieux, et je vais essayer de vous montrer que c'est une idée qui est toujours présente aujourd'hui. Comment s'exprime l'harmonie? L'harmonie s'exprime par les nombres, par la géométrie, et c'est ce que disent les pythagoriciens, et ce qui sera repris par la suite. Bon, il y a d'autres systèmes du monde, avec les présocratiques, qui eux ne font pas expressément référence à l'harmonie, comme ceux par exemple de Thalès, de Maximène, de Maximandre, et qui plutôt donnent une vision, je dirais, pratique du monde. C'est-à-dire, ils représentent le monde
d'une manière simplifiée, avec des éléments qui sont les éléments qu'ils connaissent, à savoir l'eau, la terre, le feu, ce qui les environne, éventuellement combinés, et en construisant des modèles par analogie avec les mécanismes et les machines qu'ils ont l'habitude de manipuler. Donc des soufflets, des engrenages simples, ou des choses comme ça. Donc je dirais que c'est une sorte de parenthèse, et cette parenthèse va finalement être fermée dès qu'on arrivera au monde de Platon et d'Aristote. Alors Platon et Aristote, c'est encore une étape absolument décisive dans l'évolution des idées, puisque Platon reprend explicitement les exigences des pythagoriciens, et il les explicite même davantage, puisque Platon dit: maintenant, on ne pourra plus jamais faire de l'astronomie, on ne pourra plus jamais penser le monde si on ne le fait pas sur un mode mathématique, sur un mode géométrique. C'est-à-dire, Platon dit, ça ne vaut rien d'avoir des idées comme ça, assez vagues, de construire un système du monde qui ne soit pas vraiment mathématiquement écrit. Il faut qu'on fasse intervenir les nombres, la géométrie. Et finalement, la physique, ça n'a rien d'autre. Comme vous savez, il n'y a pas de physique sans géométrie. Le seul problème, c'est que pour que la physique devienne vraiment efficace sur le mode mathématique et géométrique, il faudra encore pratiquement 2 millénaires. Mais en tout cas, Platon énonce explicitement cette exigence. En même temps qu'il énonce, il reprend l'exigence de perfection des pythagoriciens. Et ça va se traduire comment? Ça va se traduire par le fait que, pour Platon, le monde est parfait d'une certaine manière. Alors en fait, la cosmologie de cette époque a été énoncée d'une manière assez précise, non pas par Platon, mais par son disciple Aristote, qui reprend en grande partie les idées de Platon, mais moins, je dirais, les références à l'harmonie, à la perfection. Et pourtant, bien que ces références ne soient pas reprises explicitement par Aristote, par exemple, Aristote n'est pas du tout aussi porté que Platon vers l'exigence des mathématiques, néanmoins le monde d'Aristote obéit aux préceptes de Platon. Ici, vous avez le frontispice d'un des manuscrits, bien sûr tardif, du Déchélo, qui est l'œuvre principale, le traité du ciel d'Aristote, où il expose en grande partie sa cosmologie. Eh bien, le monde d'Aristote a des caractéristiques particulières qui le font très différent du monde d'aujourd'hui, à savoir que c'est un monde qui est divisé en 2 parties, en premier lieu. En 2 parties, d'une part le monde céleste, d'une part le monde terrestre, c'est-à-dire la Terre et ce qui l'environne immédiatement, l'atmosphère jusqu'à l'orbite de la Lune, ce qui est parfois appelé le monde sublunaire, et d'autre part le monde céleste, appelé aussi supralunaire. Et dans le monde céleste règne précisément cette perfection, cette harmonie absolue, alors que sur la Terre, au contraire, tout est imparfait, tout est corruptible. Alors dans le monde céleste parfait, la géométrie doit être là, et c'est une géométrie la plus parfaite, la plus harmonieuse possible. Donc c'est la géométrie des figures parfaites, des figures symétriques, à savoir les sphères et les cercles. Contrairement à la géométrie terrestre, qui sera une géométrie moins parfaite, où règnent les éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont représentés non pas par les sphères ou les cercles, mais par des polyèdres, par ce qu'on appelle les solides platoniciens, qui sont des polyèdres réguliers. Mais donc, l'exigence de perfection pour le ciel se traduit par le fait que dans le ciel, on ne peut concevoir que des sphères ou des cercles. Et le modèle cosmologique d'Aristote, c'est finalement, il est centré sur la Terre, et c'est une hiérarchie de sphères emboîtées les unes dans les autres. À chaque planète est associée une sphère considérée comme matérielle, cristalline, faite d'un élément cristallin qui n'est pas vraiment précisé, un 5e élément par rapport aux 4 autres qu'on appelle quintessence, qui ressemble à l'éther, on ne sait pas trop comment le qualifier. Et ces sphères, emboîtées les unes dans les autres, sont toutes en mouvement, jusqu'à une dernière sphère, qu'on appelle la sphère des fixes ou la sphère des étoiles fixes, qui porterait les étoiles dessinées ou gravées sur elles, et qui tournerait évidemment autour de la Terre, et qui serait responsable du mouvement apparent des étoiles. Et cette sphère marquerait également la frontière du monde qui donc est fini, de l'espace qui est fini. Mais en fait, chez Aristote, il n'y a pas encore de notion d'espace, ni chez Platon. Bien sûr, comme vous le voyez, le monde est géométrisé. Il a un centre, il a une limite, il a une frontière, il y a des formes sphériques, mais il n'y a pas d'espace. Il y a plutôt chez Aristote
une notion de lieu qui est différente de la notion d'espace et qui d'ailleurs pose beaucoup de difficultés, parce que par exemple, on va pouvoir se demander, et tous les opposants d'Aristote, et même d'ailleurs les disciples d'Aristote, se sont demandé, par exemple, mais quel est le lieu de la dernière sphère? Et si la dernière sphère a un mouvement, par rapport à quoi repérer ce mouvement? C'est-à-dire, il y a finalement, peut-être pas vraiment des incohérences, mais en tout cas de grosses insuffisances dans la géométrie d'Aristote, en partie parce que la géométrie mathématique n'est pas assez développée, mais aussi parce que simplement c'est une modélisation qui est encore imparfaite. Voilà par exemple une représentation du système d'Aristote, donc centré sur la Terre, avec les éléments, la Terre et l'eau, l'air ici et le feu, et ensuite les orbites circulaires ou sphériques de la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, etc., jusqu'à la sphère des étoiles fixes qui est associée ici au ruban du zodiaque. Alors, comme je vous le disais, dans le ciel, il ne peut y avoir que des cercles et des sphères, donc lorsque les mathématiciens, les astronomes vont chercher à rendre compte des mouvements célestes, ils le font dans le cadre évidemment de la cosmologie d'Aristote, qui va rester en vigueur pendant, je vous l'ai dit, près de 2 millénaires, donc il ne peut y que des cercles et des sphères. Et comme les mouvements réels, vous savez, sont des mouvements elliptiques, et qui sont en plus non pas centrés autour de la Terre mais autour du Soleil, ça les oblige à des modèles très compliqués, comme par exemple le système des épicycles de Ptolémée. Ici, vous avez une page de manuscrit d'Almageste, et vous savez que Ptolémée, pour arriver à rendre compte des observations de mouvements planétaires, pour sauver les apparences, comme il dit, est obligé d'utiliser des combinaisons très compliquées de mouvements circulaires qui s'engrainent les uns sur les autres, et c'est ce qu'on appelle les épicycles, qui est devenu aujourd'hui un symbole de grande complication. Une autre représentation plus tardive encore du système de Ptolémée dans le magnifique livre de Cellarius au XVIIe siècle. Vous voyez, encore des épicycles qui sont. Les planètes sont entraînées par un cercle dont le centre tourne lui-même le long d'un autre cercle. Et éventuellement, il y a des combinaisons de mouvements circulaires de cette sorte. Alors, voici encore un modèle de l'univers qui date du Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, comme vous savez peut-être, les écrits d'Aristote sont oubliés, c'est-à-dire on ne lit plus Aristote, mais on est toujours dans le cadre de sa cosmologie, ou plutôt de la cosmologie platonicienne, et c'est plutôt une conception néo-platonicienne du monde qui règne, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'architecture, à la manière dont on peut observer le ciel, dont on peut rendre compte du mouvement, mais plutôt à un aspect mystique et au rapport entre l'homme et le ciel. Donc pendant toute cette période, la géométrie est complètement oubliée. On a bien un cosmos qui est celui d'Aristote, mais on s'intéresse plutôt au rapport entre l'homme et le ciel. Et en fait, rappelez-vous, il y a une frontière au monde réel. Cette frontière, c'est la sphère des étoiles fixes. Mais on se demande bien sûr qu'est-ce qu'il y a au-delà, parce que ça c'est une question qu'on se pose toujours, c'est un paradoxe. Si le monde est fini, si l'espace est fini, à l'époque on ne peut penser à un monde fini qu'avec une frontière, parce que pour faire autrement il faudra qu'on invente les géométries non euclidiennes au XIXe siècle. Donc si le monde est fini, c'est qu'il y a une frontière, et alors qu'est-ce qu'il y a au-delà de la frontière? Eh bien, s'il y a quelque chose, ça veut dire que ce n'était pas vraiment la frontière, puisque l'univers continue. Mais on ne peut pas concevoir non plus qu'il n'y ait rien, parce que si on lance quelque chose, un objet, où va-t-il? Donc il y a une sorte de paradoxe à concevoir un monde fini, et finalement, l'Antiquité et le Moyen-Âge le résolvent d'une manière à leur manière, en disant, eh bien, c'est un monde spirituel, un monde religieux, un monde mystique, et finalement, au-delà de la sphère des fixes, commencent les degrés célestes, qui sont des degrés spirituels, et, par exemple, on voit à cette époque de très nombreux récits de voyages célestes, le plus célèbre c'est celui de Dante, où, après avoir gravi les sphères matérielles, eh bien, on va accéder aux sphères spirituelles, jusque, éventuellement, au dernier étage. Alors, selon les auteurs, il y a 7 niveaux, 8 niveaux, 12 niveaux, 15 niveaux, 20 niveaux, ça varie beaucoup. Et le niveau supérieur, c'est l'Empyrée, où on trouve Dieu, les anges. Donc, c'est une vision du ciel qui est d'une certaine manière géométrique, parce que si vous prenez Dante, par exemple, le paradis,
Il y a une certaine description géométrique, mais qui n'est pas topographique. Ça n'est pas une géométrie censée représenter un monde réel, mais uniquement un monde spirituel. Alors par exemple, voici une représentation du monde tout à fait mystique dans l'ouvrage de Hildegard de Bingen. Alors on ne sait pas trop, mais il semble qu'ici, ça soit la Terre et les 4 éléments, peut-être le ruban de la Voie lactée avec les étoiles, ici Lune et Soleil. Bon, vous voyez, c'est une vision qui n'est plus du tout, qui ne cherche plus du tout le réalisme géométrique, mais c'est l'aspect mystique qui intervient. Ici, une autre hiérarchie depuis la Terre jusqu'à toutes les orbites planétaires, et puis l'orbite la dernière sphère, la sphère des étoiles fixes ici représentée, et puis au-delà, il y a quelque chose qui est baptisé Tohu Bohu, mais c'est, si vous voulez, c'est le paradis. Alors, voici une illustration qui en fait est due à Flammarion au XIXe siècle, mais qui illustre bien ce paradoxe d'un monde fini, parce que si le monde est vraiment fini et borné par la sphère des fixes, on est obligé d'imaginer qu'il y a quelque chose derrière, et pendant toute l'Antiquité, par exemple, est situé au-delà, non seulement ces niveaux spirituels dont je parlais, mais aussi ce qui s'appelle le moteur du monde, qui, selon Aristote, était quelque chose censé faire mouvoir ces sphères planétaires. Parce que pour Aristote, comme d'ailleurs pour le sens commun, je dirais, si quelque chose est en mouvement, il faut que quelque chose le mette en mouvement. Et qu'est-ce qui met en mouvement les sphères célestes? Et puis la dernière sphère, il faut qu'il y ait un moteur du monde, et ce moteur, il est quelque part au-delà. Platon, par exemple, décrit des mouvements circulaires avec des engrenages, où on retrouve tout ceci assez souvent. Alors finalement, pour que la physique puisse naître au XVIe et XVIIe siècle, il faudra briser les dogmes aristotéliciens. Et finalement, l'histoire qui commence à se mettre en place pendant le Moyen-Âge avec quelques précurseurs comme Nicole Oreste, Nicolas de Cues, Giordano Bruno et puis tous les autres dont on connaît mieux le nom, eh bien, toute cette mise en place progressive de la physique va se constituer d'une remise en cause de tous les dogmes aristotéliciens les uns après les autres. Par exemple, le dogme qu'il y a un centre, d'abord que la Terre est au centre. Alors Copernic, et avant lui d'ailleurs Nicolas de Cues, et puis d'autres aussi, ont déplacé le centre du monde de la Terre vers le Soleil, puis ensuite Newton dira qu'il n'y a pas de centre du tout. Il faudra rejeter l'idée que l'espace est fini, en tout cas qu'il est borné par la sphère des fixes. Eh bien, vous savez que Nicolas de Cues et Giordano Bruno seront des très grands défenseurs de l'idée d'infini, de l'idée d'un monde infini. Alors, en 1600, Giordano Bruno sera brûlé pour cela, parce que c'est une idée totalement hérétique et qui est considérée comme une sorte, à juste titre, comme une sorte de résurgence des doctrines atomistes. Or, à l'époque, si vous voulez, le dogme est devenu une sorte de mélange des conceptions issues des Écritures et de l'aristotélisme. Donc, comme l'atomisme, les conceptions des atomistes grecs sont tout à fait opposées à l'aristotélisme, tout ce qui a un volant d'atomisme est aussi considéré comme hérétique. Et donc, les positions qui font appel à l'univers infini, ce sont des positions dans la lignée des atomistes, et c'est pour ça que Giordano Bruno est brûlé comme hérétique en 1600. Donc, deuxième chose qu'on rejette, c'est un univers fini, et c'est vrai qu'à la même époque, les astronomes commencent à s'apercevoir que les étoiles sont à des distances différentes, donc elles ne sont pas toutes sur une même sphère centrée sur nous, mais il y en a qui sont proches, il y en a qui sont lointaines, et d'ailleurs, on s'aperçoit à ce moment-là que ce qu'on voyait, qu'on appelait les constellations, ce ne sont pas des objets qui sont vraiment dessinés, et une constellation, à cette époque, on se rend compte que ça n'a pas d'existence, puisque dans une même constellation, une étoile est très proche, l'autre très lointaine, c'est un effet de projection, et ce sera à partir de cette époque, à peu près, que l'astrologie et l'astronomie vont définitivement se séparer, et que l'astrologie perdra toute base scientifique. Donc, encore une brisure de dogme aristotélicien, un renoncement aussi au néoplatonisme qui va avec. Ensuite, il y aura les aspects concernant le mouvement, il y aura cette distinction qui était établie entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, qui sera également remise en cause. Alors, je passe rapidement sur ces systèmes du monde qui sont ceux de Copernic
inspiré de celui d'Aristarque de Samos, puisque déjà dans l'Antiquité, Aristarque avait déclaré que le centre du monde n'était pas la Terre mais le Soleil, ce qu'a repris Copernic. C'est quelque chose de très difficile à admettre, et c'est là qu'on voit, comme vous savez, Copernic, sa doctrine a été très difficilement admise. Même Galilée, qui était un fervent copernicien, a eu beaucoup de mal. Et finalement, quelqu'un comme Tycho Brahe, qui est mort en 1601, je crois, donc qui était à la même époque, un petit peu plus tardif, Tycho Brahe, lui, était un très bon connaisseur de l'astronomie. C'était un observateur extraordinaire. Donc il savait que le système ptoléméen centré sur la Terre ne pouvait pas rendre compte des mouvements célestes. Mais en revanche, il était tellement attaché au dogme aristotélicien, au dogme de la Terre au centre du monde, qu'il n'a pas voulu le rejeter. Eh bien, il a construit un système du monde qui était un système mixte. J'ai perdu le bouton, voilà. Donc, vous voyez, la Terre est toujours au centre, la Lune tourne autour de la Terre, c'est normal, le Soleil tourne autour de la Terre, mais toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Et quand vous voyez bien ce que ça représente, vous apercevez que c'est la même chose que le système de Copernic, sauf peut-être pour la dernière sphère. Donc ce sont les mêmes prédictions, mais présentées d'une manière différente. Et en fait, cette manière différente heurte beaucoup moins le sens commun de l'époque, et ce système de Tycho Brahe sera extrêmement jouira d'une très grande faveur, contrairement à celui de Copernic. Alors voici Tycho Brahe, qui est un personnage étonnant. Alors il y a toute une histoire à cette époque, tous les personnages, tous les protagonistes de cette révolution, Giordano Bruno, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, Newton, sont des personnalités absolument extraordinaires, et on pourrait faire peut-être une conférence sur chacun d'eux. Je suggère aux organisateurs de ce cycle de conférences. Donc Tycho Brahe était un personnage absolument extraordinaire, avec un nez, on ne voit pas très bien ici, mais il avait une nez coupée dans un duel. Il s'était battu en duel lorsqu'il était étudiant, non pas pour sa bien-aimée, mais à propos d'un théorème mathématique. Et il avait donc une prothèse en or, et il paraît-il, il ne cessait pas de se frotter le nez avec un onguent pour pas que ça s'oxyde, je ne sais pas quoi. Et alors, oui, Tycho Brahe, je m'en parle un peu parce que c'est vraiment extraordinaire. Il était donc danois, et il a eu la chance, il était passionné par le ciel, et il a eu la chance d'observer une étoile nouvelle, à savoir une supernova, en 1572, et il l'a observé avec beaucoup d'attention, pendant plusieurs soirs, avec beaucoup de minutie, et il a écrit un petit livre que très habilement il a dédié au roi du Danemark, et pour le remercier, le roi du Danemark lui a fait cadeau d'une île entière qui s'appelait l'île d'Orven, et d'argent en quantité suffisante, et il a fait construire, Tycho Brahe a fait construire un magnifique palais qui était un observatoire, un palais, un phalanstère, une communauté, avec tout ce qu'il fallait dedans, des cuisines, des potagers, des viviers, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il faisait cette observation. Alors voici d'abord une vision du Radibor où on voit Tycho Brahe en train d'observer, et il a fait construire des instruments qui étaient gigantesques et qui ont amélioré la possibilité de précision des observations d'un facteur gigantesque, à tel point qu'après les observations de Tycho Brahe, on a pu complètement renouveler les tables qui étaient celles de Ptolémée depuis maintenant plus de 1000 ans, et l'empereur Rodolphe a commandé au successeur de Tycho Brahe, qui était Kepler, l'établissement de nouvelles tables astronomiques qui ont été les tables rudolphines, qui ont complètement révolutionné l'astronomie, et à partir desquelles ont été faites tous les atlas et les cartes du ciel pendant des siècles. Et dans son observatoire du Radibor, Tycho Brahe a donc observé avec beaucoup de minutie toutes les étoiles et toutes les planètes, leur mouvement, et voici un exemple de ces manuscrits, et c'est à partir des manuscrits d'observation de Tycho Brahe que Kepler, qui a d'ailleurs eu beaucoup de mal à les obtenir, a pu déterminer les orbites des planètes, et notamment de la planète Mars. Et voici encore un autre dogme aristotélicien qui le disait, à savoir celui des mouvements circulaires, puisque Kepler a réussi à montrer, après 3 ans de calcul, d'efforts et de calcul, que l'orbite de la planète Mars n'était pas un cercle, mais une ellipse.
Et il déclare lui-même que lorsqu'il a fait cette découverte, il a dit d'abord, j'ai pensé que c'était un tas d'ordures, parce que Kepler, comme tous les penseurs de cette époque, est complètement imprégné de l'idée d'harmonie, et que donc les mouvements doivent être circulaires pour exprimer l'harmonie. Quand il voit que son calcul le mène à une ellipse, il est proprement dégoûté. Et puis finalement, il va se consoler parce que, encore une anecdote très significative, parce que vous savez que depuis les pythagoriciens, et peut-être même avant, mais je n'en sais rien, règne l'idée de la musique des sphères, de l'harmonie des sphères, de l'harmonie du monde. À savoir que les planètes, lorsqu'elles se déplacent sur leurs orbites, émettent chacune une note, cette note étant d'autant plus haute que sa vitesse sur son orbite est élevée. Et puis, comme il y a plusieurs planètes à des vitesses différentes, tout ceci fait une harmonie, l'harmonie du monde précisément. Presque tous les auteurs scientifiques, poètes, écrivains, jusqu'à cette époque de Kepler et même au-delà, ont repris cette idée et l'ont déclinée sous des modes différents. Et Cicéron, par exemple, dans le Songe de Scipion, explique pourquoi on n'entend pas cette musique. Parce que je suppose qu'aucun de vous l'a entendu encore. Donc, pourquoi ne l'entendez-vous pas? Eh bien, Scipion explique, c'est exactement comme pour les habitants, pour ceux qui habitent près des chutes, je ne sais plus quel fleuve, le pont du Niagara, ils sont tellement habitués à entendre le bruit des chutes depuis qu'ils sont nés, en fait, ils ne l'entendent plus. Le bruit est là, mais pour eux, ça fait partie du silence. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous entendons ce bruit, cette harmonie des sphères depuis toujours, donc nous ne l'entendons plus, et pourtant, elle est là. Alors, Kepler est aussi un partisan de cette idée, et Kepler se dit, mais si les orbites sont elliptiques, ça veut dire que chaque planète a une vitesse qui varie le long de son orbite, puisque sur un cercle, la vitesse est constante, mais plus sur une ellipse. Donc chaque planète émet non pas une note, mais un certain intervalle qui va dépendre de l'excentricité de l'orbite elliptique. Donc chaque planète émettant non pas une note, mais un intervalle, l'harmonie finalement est beaucoup plus riche. Et cette harmonie est beaucoup plus harmonieuse. Donc c'est la preuve que Dieu a voulu nous donner la meilleure harmonie possible qui parle à notre âme, ce sont les termes de Kepler. Donc finalement, Kepler prouve comme ceci qu'il a raison, parce que, en fin de compte, le modèle avec les ellipses est plus harmonieux. Donc vous voyez le genre de raisonnement qu'on trouve chez Kepler, ce qui n'empêche pas de calculer de manière absolument précise et rigoureuse. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, Kepler remarque que l'orbite de la Terre est un peu excentrique, l'intervalle de notes qui est associé à la Terre est assez faible, donc elle émet deux notes séparées d'un demi-ton, mi et fa, et c'est pourquoi sur Terre il y a toujours misère et famine. Une preuve supplémentaire. Alors Giordano Bruno est un personnage également extrêmement étonnant, donc un véritable chantre de l'infini, mais je ne peux pas vous raconter toute son histoire qui est passionnante aussi, on trouve tout ça dans les livres. Ah, cette illustration est très intéressante, due à Otto Guéry, qui est un astronome anglais, Thomas Dix, un astronome anglais copernicien, et c'est la première illustration chronologiquement où on voit les étoiles qui sont non pas représentées sur une sphère, mais qui sont réparties à des distances variables, comme je vous le disais. Donc c'est vraiment l'idée que les étoiles ne sont pas à la même distance. Donc si les étoiles sont à des distances différentes, aussitôt vient l'idée où s'arrête cette distribution, donc aussitôt vient l'idée que ça peut très bien être infini. Alors Kepler, on pourrait penser que vu son audace, son imagination, il est un partisan de l'espace infini. Eh bien non. Kepler illustre ici, bon c'est pas très reconnaissable peut-être, mais ici c'est une illustration dans le livre de Kepler, l'Épitomée, du monde infini de Bruno, où on voit des étoiles comme ça qui sont dispersées dans un monde qui va jusqu'à l'infini. Et encore Kepler, avec les étoiles dispersées jusqu'à l'infini. Kepler n'est pas un partisan du monde infini. Et en fait, il a une raison très précise pour ça, qui est le paradoxe de la nuit noire, qu'on appelle quelquefois paradoxe d'Olbers, parce que ce paradoxe a été repris par de nombreux auteurs, et je ne sais pas pourquoi, son nom est resté attaché à un astronome amateur, je crois, du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui s'appelait Olbers. Mais c'est Kepler qui l'a énoncé, sans doute le premier.
Le paradoxe s'énonce d'une manière très simple, à savoir que si l'univers est infini, si l'univers était infini, parce que justement pour Kepler on ne l'est pas, s'il était infini et rempli de manière uniforme d'étoiles, eh bien quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, il devrait toujours y avoir une étoile sur cette ligne de visée, peut-être très loin, et un raisonnement géométrique simple montre que donc dans cette direction, le ciel devrait être brillant. Et comme c'est valable pour toutes les directions, le ciel entier finalement devrait être aussi brillant que le soleil. Disons que n'importe quel point du ciel devrait avoir la même brillance que celle du soleil, ce qui ferait qu'on devrait être complètement brillé. Comme ça n'est pas le cas, eh bien Kepler en conclut que l'espace ne peut pas être infini. Le raisonnement est juste, mais Kepler ignorait une chose, il ignorait beaucoup de choses d'ailleurs sur la cosmologie, mais il ignorait entre autres que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Et la première solution, la première approche de la vraie solution du paradoxe a donc été trouvée par le poète Edgar Poe, il énonce dans un petit texte qui s'appelle, enfin un texte qui n'est pas cité d'ailleurs, qui s'appelle Eureka. Et la réponse c'est la suivante, c'est que effectivement dans n'importe quelle direction du ciel il y a une étoile, mais si cette étoile est trop loin de nous, eh bien tout simplement elle n'est peut-être pas née il y a elle est peut-être née, il y a pas très longtemps, et sa lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir, parce qu'elle se déplace à vitesse non infinie. Aujourd'hui, si vous voulez, la solution, elle s'énonce tout simplement en disant que l'univers a 15 milliards d'années, à peu près, donc la lumière venant de n'importe quelle étoile n'a pas pu parcourir plus que 15 milliards d'années-lumière. En 15 milliards d'années, la lumière ne peut pas parcourir plus. Donc si dans une des directions, une étoile est à plus que 15 milliards d'années-lumière, eh bien on ne la voit pas, donc ça détruit le raisonnement. Bon, je simplifie énormément, mais c'est à peu près ça la réponse. Donc voilà en tout cas pourquoi Kepler ne croyait pas au monde infini, et vous voyez qu'aujourd'hui l'argument est contournable. Et le paradoxe que je vous citais tout à l'heure empêchait aussi de concevoir un monde fini, à savoir si l'espace est fini, il doit avoir une frontière. Et bien aujourd'hui, on sait grâce aux géométries non euclidiennes qui ont été inventées au XIXe siècle qu'on peut très bien concevoir un espace qui soit fini et sans frontières. Finalement, donc aujourd'hui, grâce à la relativité, qui elle-même repose sur les géométries non euclidiennes, on a le loisir de considérer aussi bien un univers fini qu'un univers infini. Ici, je vous montrais une représentation c'était l'étoile nouvelle, je ne sais plus où elle est, qu'avait vu Kepler en 1604, parce que non seulement Tycho Brahe a eu la chance de voir une étoile nouvelle en 1572, qui est d'ailleurs sur la diapositive suivante, mais Kepler a eu la chance aussi d'en voir une en 1604. Ils ont chacun eu leur supernova. Et les supernovas, ça a été un argument très puissant pour justement conduire au refus de la séparation du monde. Parce que les supernovas, elles explosent. Aujourd'hui, on sait qu'une étoile nouvelle, c'est une supernova. C'est une étoile qui est déjà là, mais très peu brillante, donc on ne la voit pas. Tout d'un coup, elle explose à la fin de sa vie, donc elle devient très brillante, et on la voit. Alors, pour un astronome de l'époque, on ne voyait rien, donc il n'y avait pas d'étoile. Tout d'un coup, ça brille, donc on voit une étoile, donc c'est une étoile nouvelle qui n'était pas là avant. Eh bien, si dans le ciel il y a des étoiles nouvelles, dans un endroit où il n'y a pas d'étoile, il y a tout d'un coup une étoile, ça veut dire que le ciel n'est pas immuable, comme le disait Aristote. Donc c'est un des points forts de la contestation d'Aristote. Et voilà de quoi a l'air aujourd'hui le reste de cette supernova quand on regarde en rayon X. La supernova a explosé en 1572 au centre et elle a expulsé toute cette matière qui est très chaude et qui émet donc un rayonnement X qui a pu être observé ici avec le satellite ROSA sensible à ces rayonnements. Alors voici la lunette de Galilée, puisque finalement Galilée va un peu couronner toutes ces découvertes, et il va écrire son célèbre dialogue qui va conduire à sa condamnation, qui est en fait une réfutation presque complète du système aristotélicien, ce qui va engendrer beaucoup de débats, qui est déjà un prélude à la géométrisation du monde, à l'introduction de l'espace. C'est-à-dire que Galilée n'introduit pas l'espace, mais disons
à la suite des travaux de ses prédécesseurs et de ses propres observations, il a accompli presque toutes les étapes qui vont permettre à ses successeurs, et en particulier à Newton, d'introduire l'espace mathématique, d'identifier l'espace mathématique à l'espace physique. Alors ceci, c'est simplement une illustration du XVIIIe siècle qui vous montre simplement la concurrence entre divers systèmes du monde, parce qu'à cette époque, il y a de très nombreux systèmes du monde en balance, notamment, voici par exemple un exemple, dans le frontispice du livre du jésuite Riccioli. Le livre s'appelle La Nouvelle Almageste et il a été écrit en partie pour réfuter Galilée. Eh bien, le frontispice montre une pesée par la justice de différents systèmes du monde. D'un côté, le système de Copernic, de l'autre, le fameux système de Tycho Brahe. Et évidemment, on voit très bien où vont les préférences de Riccioli, mais aussi des autorités ecclésiastiques de l'époque. Alors, voici, tiré des Principia de Newton, un dessin de l'ellipse. Alors, c'est fondamental, parce que Newton donc, a une théorie nouvelle qui est fondée sur l'existence de l'espace, sur l'existence de l'univers, et cette théorie explique à peu près tout ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. En particulier, le premier succès de la physique de Newton, c'est de montrer pourquoi les orbites des planètes sont des ellipses et non pas des cercles, comme l'avait montré Kepler. Et en prime, Newton, par sa loi, explique les fameuses 3 lois qu'avait trouvées Kepler, qu'avait énoncé Kepler, qui étaient pour Kepler des lois empiriques, et qui maintenant ont une explication. L'explication de tout ça, c'est la gravitation universelle. La gravitation universelle qui rend compte, puisqu'elle est universelle, des mouvements à la fois sur Terre, c'est-à-dire de la chute des corps qui est verticale, et des orbites circulaires, des orbites planétaires qui sont, non pas circulaires, mais elliptiques, des orbites des comètes, etc. Un des grands succès de la physique de Newton sera de permettre à Edmond Halley de prédire le retour de la comète qui sera effectivement observée au XVIIIe siècle, permettra aussi la découverte de Neptune. Donc, immédiatement, la physique de Newton connaît un très grand succès et c'est un nouveau système du monde. C'est une révolution complète. D'abord, Newton introduit véritablement l'idée d'univers, enfin Galilée l'avait déjà fait. L'idée d'univers, c'est quoi? C'est l'idée finalement que tout est pareil partout, que par exemple il y a des lois universelles. Pour qu'il y ait des lois universelles, il faut qu'il y ait un univers qui soit finalement garant de l'universalité des lois. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel on puisse parler de cette universalité. Et ce cadre, finalement, ça va être l'espace de Newton. S'il y a des lois universelles, s'il y a un univers, il y a des lois universelles, donc on peut faire de la physique. C'est ça qui va nous dire que si je fais une expérience ici, je peux aussi la faire à côté, je peux la faire demain, parce que je suis dans le même univers et les lois sont universelles. Donc c'est l'idée d'univers qui est née, qui va prendre la forme de l'espace et du temps, dont Newton va énoncer les propriétés. Il n'arrive pas vraiment à le définir, mais au moins ce qu'il dit, c'est que l'espace physique existe et qu'il a certaines propriétés qui sont celles de l'espace mathématique euclidien. C'est l'espace dont on apprend les propriétés dans les cours de géométrie à l'école. Et ça, c'est une nouveauté fondamentale et ça nous donne un cadre dans lequel faire la physique et c'est en même temps un garant de l'universalité des lois parce que ce qui se passe, c'est que cet espace a les mêmes propriétés partout, il a aussi les mêmes propriétés dans toutes les directions. Alors ça, c'était pas vrai avant, puisque chez Aristote, il y avait la séparation tertiaire, il y avait cette hiérarchie, il y avait un centre, tout ça n'existe plus chez Newton. Donc c'est un énoncé très fort. Alors voici si vous voulez, une illustration du monde newtonien, parce que ce monde, il est tissé par un espace qu'on ne voit pas, qui n'est pas matériel, mais qui est quand même là, et qui est représenté par ce tissu de droite ici. Une manière de représenter l'espace, peut-être, c'est de visualiser les trajets des rayons lumineux qui se propagent dedans. On ne voit pas le faisceau, il n'y a pas assez de poussière ici, c'est dommage, mais si on matérialise le faisceau du laser, on voit une droite, et bien imaginez des tas de faisceaux de laser, ils matérialisent finalement la structure de l'espace, et dans cet espace indéformable, il y a des corps, il y a par exemple ici des planètes, il y a des galaxies si on veut, tout ce qu'on veut, mais ces corps, ils sont dans l'espace est un cadre, mais ils ne modifient pas l'espace. Et vous savez bien, quand on arrivera au XXe siècle à la relativité générale, ça sera différent, puisque la présence des corps massifs
va modifier l'espace, va lui donner une structure, va le courber. Donc je passe sur le carte, c'est tourbillon. Voilà, par exemple, un dessin qui illustre, un peu accentué, la courbure de l'espace, ou même de l'espace-temps, créé par la matière. Donc c'est un concept d'espace complètement différent, et on dit et alors, à partir de cette idée d'espace en relativité, on peut faire une physique nouvelle et une cosmologie nouvelle. Et vous savez que Georges Lemaître a inventé une cosmologie où l'espace lui-même évolue, où l'espace est en expansion, selon une loi qui peut varier. Il y a plusieurs possibilités d'espace en expansion, et ceci est un schéma repris des travaux de Lemaître, où on voit différentes possibilités pour la croissance de la taille de l'univers, ce qu'on appelle l'expansion, en fonction du temps. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Voici la première page du manuscrit de Lemaître, La naissance de l'espace, qui était un exposé un exposé vulgarisé de sa théorie sur l'espace et sur le temps. Voilà le schéma original de Lemaître. Donc, le premier schéma d'expansion de l'univers, dessiné soigneusement sur du papier millimétré. Et voici un poème de Raymond Queneau, qui est finalement le premier poème inspiré par le Big Bang. Ça s'appelle Petite cosmogonie portative, et c'est finalement une histoire de l'univers, de son expansion, de son évolution, racontée dans un style très particulier, mais inspiré directement par ces modèles de Big Bang. Alors, je vais passer à la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte, pour énoncer ce que peuvent être les propriétés d'un espace. Puisqu'on a commencé par l'espace de Newton, et cet espace de Newton n'a pas une structure, il a une structure qui existe déjà et qui est assez riche. Et ceci, j'espère, va apparaître. Alors, aujourd'hui, je fais un bond de quelques siècles dans le futur depuis Newton pour aujourd'hui, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux grandes théories qui sont la relativité et la physique quantique, et ce que cherchent la plupart des physiciens, c'est peut-être de les réconcilier. D'abord parce qu'il y a un désir d'unification, et d'ailleurs de géométrisation, et si ces théories sont géométriques, il ne peut pas y avoir deux géométries pour l'univers, il n'y en a qu'une, donc ça va dans le sens de l'unification. D'autre part, on voudrait, si possible, toujours dans l'optique qui date de Pythagore, réduire les lois physiques à des principes d'invariance, de symétrie, d'harmonie. C'est ce qui a toujours été fait jusqu'à maintenant. On le voit très bien quand on analyse l'histoire de la physique, donc on voudrait continuer. On voudrait supprimer certaines difficultés, certains paradoxes qui apparaissent dans ces théories, par exemple les divergences et les singularités, qui sont vraiment des problèmes dus aux propriétés de l'espace, soit à petite échelle, soit à grande échelle. On ne peut pas rentrer dans tous les détails ici. On voudrait comprendre les phénomènes quantiques qui semblent nous interdire une localisation, donc c'est bien quelque chose qui est lié à l'espace. Donc tout ça semble nécessiter une nouvelle physique. Et il me semble que si on veut construire une nouvelle physique, eh bien il faudrait avoir de nouvelles conceptions de l'espace. Alors ce n'est pas une idée très originale, puisque depuis, déjà c'était Einstein qui a construit une nouvelle théorie en introduisant un nouvel espace, à savoir l'espace non euclidien. Mais on pourrait imaginer d'autres choses, avoir davantage de dimensions. C'est bien ce qu'a fait déjà Einstein lorsqu'il a finalement collé le temps à l'espace pour faire l'espace-temps, et le temps existait déjà, mais vous savez qu'il y a des théories où il y a plus de dimensions, ce qu'on appelle les théories de Karusa-Klein, aujourd'hui les théories de cordes, de supercordes. Peut-être qu'à petite échelle, il est discontinu et non pas continu. Peut-être que sa géométrie n'est pas fixée, mais fluctuante, et puis on peut inventer d'autres idées. Le tout, c'est de savoir si, mathématiquement, on a les outils pour faire ça. Parce que vous avez tous appris les propriétés de l'espace à l'école. Eh bien, l'espace a 3 dimensions et l'espace-temps en a 4. Bon, il est continu à petite échelle, c'est-à-dire que ça va jusqu'au point, on peut toujours diviser autant qu'on veut, il n'y a pas de discontinuité, il faut savoir. Donc, est-ce que mathématiquement, toutes ces idées, et puis d'autres qu'on va inventer, ont un sens ou non? Alors, évidemment, si on se dit que toutes ces choses arrivent à très petite échelle, bon, c'est vrai que si l'espace fluctue, il faudrait quand même comprendre pourquoi, lorsqu'on le regarde, nous, avec
avec nos yeux, on n'a pas l'impression qu'il fluctue, on a vraiment l'impression que l'espace est quelque chose qui est fixé. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que ces choses un peu étranges arriveraient à des échelles vraiment très très petites, complètement en deçà de ce qui est accessible à nos observations. Et que finalement, lorsqu'on regarde, disons, avec un peu de flou, eh bien, tous ces phénomènes qui sont bizarres ne nous apparaîtraient pas, mais on verrait une sorte d'effet moyenné. Un peu comme si vous regardez un tissu, un tissu, vous savez bien que la matière, en fait, est à 3 dimensions. Mais quand je le regarde de loin, je vois quelque chose qui a l'air d'une surface à 2 dimensions. Et si je regarde vraiment soigneusement, je vois la 3e dimension. Peut-être que l'espace, c'est comme ça. Qu'à très petite échelle, il y a des dimensions, des discontinuités, mais qu'on ne les voit pas, simplement parce qu'on est incapable. Alors, mathématiquement, qu'est-ce que c'est qu'un espace? Eh bien, on a tendance à dire c'est un ensemble de points avec une certaine structure. Et en fait, avec une hiérarchie de structures géométriques superposées. Parce que si je vous dis, voilà un ensemble de points, on ne peut rien faire, parce que je ne sais même pas, si je vous dis rien de plus, vous ne savez même pas quel point est voisin de quel point. Il y a un point A, un point B. Si je ne vous ai pas donné un outil, vous ne pouvez pas me dire si ces points sont très voisins ou complètement opposés dans l'espace. Donc, alors le modèle d'espace, évidemment, c'est toujours R3, l'espace d'Euclide, mathématiquement, celui que Newton a identifié avec son physique. C'est celui dont nous connaissons tous les propriétés, nous sommes complètement habitués, mais en fait, il a une structure. Le seul fait, c'est que nous sommes tellement habitués qu'elle n'est jamais explicitée. Alors, si on veut construire un espace mathématiquement, on va partir d'un ensemble de points qui n'ont pas de relation entre eux. La première chose à dire, c'est d'essayer de définir quels sont les points qui sont voisins entre eux. Par exemple, même si je prends vous tous dans cette pièce, eh bien, si je prends la liste de vos noms, ça ne va pas me dire du tout comment vous êtes disposés dans cette pièce. Il faut au moins que je sache déjà la première chose, qui est à côté de qui, c'est-à-dire les relations de voisinage. Eh bien, un ensemble de points, si on veut lui donner des relations de voisinage, c'est un premier niveau de structure qu'on lui donne, qui s'appelle, si vous voulez, une première couche, c'est ce qu'on appelle la structure topologique, qui permet de décider quels éléments sont voisins les uns des autres. Et quand on fait de la physique, on va vouloir manipuler des fonctions, c'est-à-dire quelque chose qui dépend des points. Eh bien, la topologie permet de parler de fonctions continues. Mais la physique demande davantage. Vous savez que la physique fonctionne avec des équations différentielles, donc des dérivations, des intégrations, et avec une structure topologique qu'on ne peut pas. Donc, on va maintenant mettre un deuxième niveau de structure, ce qui permet de faire des intégrations, des dérivations. C'est ce qu'on appelle une structure différentielle. Et cette structure différentielle, en général, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des vecteurs et des tenseurs. Donc c'est quelque chose qu'on rajoute en plus sur notre structure de base. Et le moyen qu'on connaît mathématiquement le plus simple, c'est de construire ce qu'on appelle une variété différentielle. C'est-à-dire on va prendre un espace aussi compliqué qu'on veut, mais on va le découper en petits morceaux, et on va dire que chaque morceau d'espace, eh bien, il ressemble à un morceau de notre espace ordinaire. C'est comme si vous construisez une surface avec des petits bouts de plan. Vous prenez des petits bouts de carton blanc, vous les collez les uns aux autres, vous allez construire une surface très compliquée, mais chaque morceau de votre surface sera identique à un morceau d'un plan. Là, c'est pareil avec l'espace, c'est comme ça qu'on construit une variété. Et puisque R3, notre espace euclidien, il a les bonnes propriétés de topologie et de structure différentielle, c'est-à-dire que comme ça, on est sûr de construire un espace qui a ces propriétés-là. Par exemple, la relativité générale, et toutes les théories physiques, si vous voulez, qui sont des théories physiques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, travaillent avec des variétés. Mais ce n'est pas suffisant, parce que quand on a fait ça, on ne sait pas, par exemple, calculer des longueurs et des angles. Donc on va rajouter une troisième couche, qui est un troisième niveau de structure qu'on appelle par exemple la métrique. La métrique, c'est l'outil qui permet de calculer la distance entre deux points ou les angles entre deux bras, des choses comme ça. On définit les longueurs et les angles. Alors tout ça, ça existe dans l'espace euclidien d'une manière très simple, la plus simple qui soit, et ça existe toujours. Alors, je vous ai parlé d'espace, mais on fait la même chose dans l'espace-temps, à 4 dimensions. Et puis les mathématiciens se sont aperçus qu'on pouvait très bien inventer des espaces à nombre de dimensions que vous voulez, où on peut faire la même chose. C'est pas du tout un problème, c'est une généralisation très simple. Et puis ensuite, on peut ajouter encore des niveaux de structure plus compliqués, mais on va voir ça par la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, tous ces niveaux de structure, d'en parler en termes de symétrie.
Et on s'aperçoit que, parce que l'asymétrie, c'est quelque chose qui joue un rôle mathématique, et en fait, on s'aperçoit que toutes ces structures mathématiques dont je vous ai parlé, elles ont un rapport avec la symétrie, et ça fait écho à ce que disait Pythagore, et ce qui a été repris par Kepler et Einstein explicitement en termes d'harmonie. Parce que l'asymétrie, c'est un mode d'expression de l'harmonie. Donc si on construit les espaces en termes de symétrie, on va tout de suite, en physique, pouvoir raisonner en termes d'harmonie. Mathématiquement, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? C'est l'invariance de certaines propriétés vis-à-vis de certaines transformations. Bon, c'est assez vague, mais par exemple, si j'ai un objet, n'importe lequel, et si je prends une image dans un miroir, eh bien, l'image est identique à l'objet. Donc, c'est une symétrie très simple. Mais on va appeler aussi symétrie une translation dans l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'une translation? Je prends un objet, je l'amène ici, bon, ben c'est le même objet. Donc la translation va être une symétrie. Je le fais tourner, c'est encore une symétrie, une rotation. En revanche, je prends l'objet, je le dilate, eh bien c'est plus le même. Donc la dilatation n'est pas une symétrie. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Je le tords d'une certaine manière bizarre, eh bien c'est plus le même. Donc cette manière de tordre des objets n'est pas une symétrie. Donc voilà, une symétrie, c'est une transformation qui conserve les objets, certains objets dans l'espace, les figures géométriques, les solides, etc. Eh bien on peut se dire, est-ce que dans l'espace euclidien, qui est le même que l'espace newtonien, il y a des symétries? Eh bien on les connaît toutes, ce sont les fameuses translations, dans les trois directions possibles, ce sont les rotations, et puis les symétries. C'est tout. Et tout ça, ben, on peut les composer, c'est-à-dire on peut faire une translation, puis une rotation, puis une translation, et tout ça va donner une transformation. Ça veut dire que tout ça, mathématiquement, c'est une structure de groupe, et on appelle ça le groupe de Galilée. Donc finalement, l'espace R3, on peut l'analyser purement en termes de symétrie. R3, c'est l'espace dont les symétries sont celles du groupe de Galilée. Autrement dit, je peux même oublier R3, et quand je fais de la physique dans l'espace newtonien, ça veut dire que je fais de la physique sous le groupe de Galilée. Et en fait, mathématiquement, il y a beaucoup de physiciens, par exemple Jean-Marie Souriau, qui expriment toute la physique uniquement avec les propriétés du groupe de Galilée. Toute la physique et toute la géométrie. Ça marche extrêmement bien, et on s'aperçoit donc que l'essence fondamentale de R3, c'est le groupe de Galilée. C'est-à-dire, c'est l'espace dont les symétries sont celles du groupe de Galilée. Alors, c'est très intéressant parce que les groupes, on les connaît en mathématiques. Donc, si on veut construire d'autres espaces, eh bien, il suffit de remplacer le groupe de Galilée par un autre groupe. On en connaît plein. On connaît le groupe de Poincaré, on connaît le groupe de De Sitter, on connaît le groupe conforme. Donc, on peut essayer toutes ces choses-là. Ou bien, peut-être, si on veut généraliser encore, on va aller plus loin et on va remplacer la notion de groupe par quelque chose d'encore plus général. Peut-être ça va être possible. On va voir ça. Alors, dans ce cas-là, les transformations sont celles qui conservent la métrique. On appelle ça les isométries. Parce que par exemple, je vous ai dit qu'une similitude, qu'est-ce que ça va faire? Une similitude, ça transforme cette feuille en une feuille plus grande. Ça n'est pas une symétrie parce que les longueurs ne sont pas conservées. En revanche, les angles sont conservés. C'est pas tout à fait une symétrie, mais ça ressemble. Alors, ce qui est intéressant, en mathématiques, ces symétries sont parfaites, et puis il n'y a pas de question d'échelle, que la figure soit petite ou grande, les symétries marchent toujours. En physique, on peut distinguer le niveau infinitésimal, le niveau microscopique, le niveau macroscopique, c'est-à-dire notre échelle, et le niveau cosmologique. Et dans l'espace newtonien, toutes ces symétries sont vérifiées à tous les niveaux. C'est-à-dire que, même au niveau des particules élémentaires, si je bouge d'un angstrom, les choses restent les mêmes, l'espace reste le même. Donc, les translations ou les rotations, c'est pareil, sont vérifiées au niveau infinitésimal et microscopique. À notre échelle, pareil, à l'échelle de la cosmologie, pareil. Bon, très bien. Voilà tout ce qu'on connaît sur l'espace newtonien. Passons à la relativité restreinte. La relativité restreinte, découverte énoncée en 1905 par Einstein, énonce essentiellement deux propriétés. D'une part, on va raisonner non pas dans l'espace et le temps séparés comme chez Newton, mais on va fusionner les deux dimensions, on va parler d'espace-temps. Et cet espace-temps, il va avoir une structure très simple, c'est-à-dire la partie espace, ça va juste être l'espace de Newton, et on rajoute le temps
comme une droite, si vous voulez. Donc c'est l'espace-temps le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire c'est vraiment la généralisation avec une dimension de plus de l'espace, on appelle ça l'espace-temps de Minkowski. Par exemple, comparé à la relativité générale dont on parlera tout à l'heure, il n'a pas de courbure. Donc ça c'est le premier point de la relativité restreinte. Le deuxième point, c'est que les lois de la cinématique sont modifiées. C'est-à-dire qu'au lieu d'additionner les vitesses, on remplace ça par une transformation qui s'appelle transformation de Lorentz. Bon, peu importe les détails, si vous connaissez pas mieux, sinon c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une transformation qui mélange les dimensions de l'espace et du temps. C'est-à-dire que ça n'a vraiment, c'est pour ça que ça n'a vraiment de sens de parler de tout ça que si on parle vraiment dans l'espace-temps et non pas l'espace-temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses transformations, qui sont des nouvelles transformations qu'on introduit dans la théorie, elles apparaissent maintenant exactement sur le même plan que les fameuses symétries dont je vous parlais dans Newton. À savoir, tout à l'heure, dans Newton, je vous parlais de rotation dans l'espace, que vous connaissez bien. Eh bien, ces fameuses transformations de Lorentz qui expriment l'essence de la relativité restreinte, ce sont tout simplement les rotations dans l'espace-temps. Sauf que maintenant, comme on est dans l'espace-temps, ça mélange les dimensions spatiales et temporelles. Qu'est-ce que c'était qu'une rotation dans l'espace? C'est quelque chose qui mélange, par exemple, une dimension comme ça avec une dimension comme ça. Une rotation, ça mélange les dimensions. Mais une rotation dans l'espace-temps, ça va toujours mélanger les dimensions, ça va mélanger le temps et l'espace. Donc vous voyez que finalement, la relativité restreinte, ça apparaît comme la théorie dont les symétries de l'espace-temps sont finalement les symétries d'un certain groupe que je n'ai pas écrit là, mais ça s'appelle le groupe de Poincaré. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit à propos de Newton et du groupe de Galilée, à savoir que la théorie de Newton, finalement, c'est la théorie du groupe de Galilée, eh bien la relativité restreinte, c'est la théorie du groupe de Poincaré, c'est-à-dire la théorie de l'espace-temps qui a les symétries de ce fameux groupe de Poincaré. Alors, et la relativité générale, eh bien, c'est curieux, les symétries sont supprimées. Mais tout dépend de l'échelle cette fois. En fait, aux petites échelles, c'est-à-dire à l'échelle de microscopique, il y a une sorte d'énoncé fondamental en relativité générale qui dit que tant qu'on est à l'échelle microscopique, on doit retrouver toutes les propriétés de la physique ordinaire. Donc ça veut dire qu'à l'échelle microscopique, on va retrouver toutes les symétries de l'espace-temps. Celle finalement de la relativité restreinte, celle de l'espace et celle du temps. Toutes. Et ça s'exprime d'une seule manière, ça s'exprime en disant que l'espace-temps, parce qu'il y a aussi un espace-temps en relativité générale, c'est ce qu'on appelle une variété riemannienne. Une variété riemannienne, c'est un espace-temps dans ce cas-là, dont les propriétés microscopiques, c'est-à-dire sa structure infinitésimale, est identique à celle de l'espace-temps de Minkowski. C'est-à-dire, rappelez-vous, un petit bout de variété, c'est la même chose qu'un petit bout de Minkowski. Un petit bout de l'espace-temps de la relativité générale, c'est toujours un petit bout de l'espace-temps de Minkowski. Les choses vont changer quand on va mettre les petits bouts ensemble. Et ça veut dire qu'aux échelles intermédiaires, ça ne va plus être valable. Et ce qui fait finalement la richesse et l'originalité de la relativité générale, c'est qu'à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle où il y a les phénomènes gravitationnels, eh bien, c'est plus vrai. C'est-à-dire, l'espace-temps a une certaine structure, qui est exprimée par ce qu'on appelle sa courbure, exactement par son tenseur de courbure, et cette structure exprime le fait que l'espace-temps n'est plus symétrique. Rappelez-vous, l'espace-temps courbe, il est courbé, ça veut dire qu'il a perdu sa symétrie. Cette feuille de papier, elle est symétrique, je la courbe comme ça, il n'y a plus de symétrie, il n'y a plus de symétrie par translation ni par rotation. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la courbure et qui exprime l'écart en symétrie. Eh bien, en relativité générale, ce tenseur de courbure, c'est la gravitation. Donc la gravitation, la relativité générale, l'exprime très exactement comme l'écart entre l'espace-temps réel et un espace-temps qui serait symétrique. Mathématiquement exprimé comme ça. En revanche, quand on arrive aux très grandes échelles, eh bien, ces effets de courbure, on se dit qu'en moyenne, aux très grandes échelles, ils disparaissent. Quand on fait la cosmologie, on va dire que aux très grandes échelles, on va retrouver les symétries. Et c'est vrai que quand on fait de la cosmologie relativiste, on construit des modèles d'univers, comme les modèles de Big Bang, eh bien ces modèles, ils ont beaucoup de symétrie. Alors on distingue les symétries spatiales et les symétries temporelles, parce que en cosmologie, la symétrie temporelle, elle est perdue à cause de l'expansion.
puisque l'expansion de l'univers fait que les propriétés varient dans le temps, eh bien, il n'y a pas la symétrie temporelle. Donc, en cosmologie, aux très grandes échelles, on va perdre les symétries qui ont de l'aspect temporel, mais on va avoir les symétries spatiales. Et en fait, les différents modèles cosmologiques vont se distinguer par leur symétrie spatiale, c'est-à-dire les symétries de l'espace. Soit ils ont les symétries de Newton, dans ce cas-là, on va dire que l'espace est euclidien, c'est-à-dire qu'il se peut parmi les modèles relativistes, il en existe certains où l'espace est sans courbure, où l'espace est euclidien, le même que chez Newton, en vertu de ce qu'on appelle le principe cosmologique, il y a toutes les symétries. Il peut aussi arriver qu'on a autant de symétries que dans l'espace de Newton, mais ce ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-là, on va dire soit l'espace est sphérique, soit il est hyperbolique, mais en tout cas il a une courbure. L'espace de Newton avait une courbure nulle, ici il y a une courbure positive ou négative. Mais c'est toujours symétrique, mais ce sont des symétries différentes. Ou bien il peut y avoir moins de symétrie, c'est-à-dire il peut y avoir un espace qui est vraiment assez peu symétrique, très peu symétrique, donc qui n'est pas homogène, dont les points sont différents, et qui n'est pas isotrope, dont les directions sont différentes. Ou il peut y avoir des symétries qui sont presque réalisées, mais pas tout à fait. C'est le cas de ce qu'on appelle les espaces multiconnexes, c'est-à-dire, si j'ai une feuille de papier et que je la roule pour faire un cylindre, ben vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de symétrie dans le cylindre, mais un petit peu moins que dans la feuille de papier. C'est un cas, si vous voulez, intermédiaire entre l'espace parfaitement symétrique et l'espace qui n'a pas vu ses symétries. Donc, vous voyez, la situation en relativité générale est assez curieuse. À l'échelle microscopique, on a toutes les symétries. On les perd à notre échelle, et c'est ça qui fait l'originalité de la théorie, parce que la gravitation, ce sont précisément les écarts à la symétrie, et on les retrouve, du moins on les retrouve en partie, aux grandes échelles cosmologiques. Donc, tout ça, ce petit panorama, pour vous dire que la symétrie se retrouve partout, même en physique quantique, parce que le nec plus ultra en physique quantique, c'est ce qu'on appelle les théories de jauge, qui sont des cas particuliers des théories des champs, peu importe le détail de ces théories, mais ce sont des théories qui rendent compte des interactions électromagnétiques, des interactions nucléaires, par exemple. Alors, l'espace-temps, là, il est très simple. C'est le plus simple qu'on connaisse, c'est celui de Minkowski. Il n'a pas de courbure, qui a toutes les symétries maximales. Mais en revanche, on rend compte finalement de la structure de la physique quantique, parce qu'en chaque point de l'espace de Minkowski, à chaque point, on va associer ce qu'on appelle un espace interne, qui n'est pas vraiment géométrique, mais qui est un espace abstrait, que l'on imagine, mais auquel on n'accorde pas d'existence réelle. Et c'est dans cet espace interne que l'on définit les grandeurs physiques. Et les caractéristiques de ces grandeurs physiques, par exemple l'électromagnétisme ou les interactions faibles, ou ce que vous voulez, sont définies par les symétries qui sont dans cet espace interne. C'est ce qu'on appelle les symétries de jauge. Mais la différence avec la relativité générale, c'est que l'espace interne n'est pas vraiment un espace géométrique. Alors, et je vais terminer par là, vous voyez qu'on a des symétries presque partout, pas tout à fait dans le même formalisme, pas tout à fait de la même manière. Et pourtant, il existe un certain formalisme qui permet d'unifier tout ça. C'est le formalisme des espaces fibrés et des connexions. Eh bien, prenons le cas par exemple de la physique quantique. Je vous ai dit, la physique quantique, ça fonctionne sur l'espace-temps normal, l'espace-temps de Minkowski. On va appeler ça la base, c'est l'espace-temps dont on a l'habitude. Eh bien, en chaque point de la base, je vous ai dit, il y a un espace interne. On va appeler ça la fibre. Et on va dire, on a une base, qui est l'espace-temps, et en chaque point de la base, on a une fibre. Comme un hérisson, si vous voulez. La base, c'est la peau du hérisson, et chaque piquant est une fibre. Eh bien, chaque point de l'espace-temps, c'est un point de la peau du hérisson, et chaque fibre, chaque piquant du hérisson, c'est un espace interne. Eh bien, l'espace qu'on appelle l'espace fibré, c'est l'ensemble de la base avec toutes les fibres. C'est le hérisson complet. Et évidemment, ce qu'il faut rajouter, c'est une certaine structure qui va lier les fibres entre elles, parce que ce n'est pas des fibres qui sont moins indépendantes. Mathématiquement, tout ça s'exprime très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un groupe de symétrie associé aux fibres. Ça, c'est une grande loi mathématique. Donc, on va toujours automatiquement, quand on fait ça, retrouver les symétries. Et le lien entre les fibres, il est exprimé par quelque chose qu'on appelle la connexion. Et bien, tout ça, ça permet de rendre compte à la fois des théories de jauge et de la relativité générale. Dans les théories de jauge, par exemple, le champ électromagnétique, ça va être une connexion.
Et en relativité, la gravitation, ça va être aussi une connexion. La différence, c'est que dans le cas de la physique quantique, la fibre, c'est l'espace interne. Dans le cas de la relativité générale, la fibre, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de rapport avec l'espace géométrique. Soit c'est l'espace tangent, pour ceux qui connaissent les variétés, enfin, c'est précisément la structure du petit bout d'espace dont je vous parlais tout à l'heure. Ou bien, si vous préférez, c'est le groupe qui agit sur tout ça, donc le groupe des transformations Lorentz, par exemple. Bon, peu importe les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle structure d'espace fibré et de connexion, ça permet de rendre compte à la fois de la relativité générale et de la physique quantique. C'est donc quelque chose qui est extrêmement général. Les outils, ce sont des groupes, des algèbres, des connexions. Alors, ça permet donc de parler de tout ce qu'on connaît comme théorie physique, ce que je viens de vous dire, mais ça permet, si on veut, de rajouter des dimensions, des degrés de liberté supplémentaires, autant qu'on veut, par exemple des symétries internes, des degrés qui expriment des symétries supplémentaires, c'est le cas des théories de cordes, de supercordes, des théories de Closets-Klein. Ça permet d'introduire des symétries différentes, des symétries supplémentaires si on veut, c'était le cas de ce qu'on appelait la théorie de Weil au début du XXe siècle, c'est le cas de la supersymétrie aujourd'hui. Ça permet d'introduire des structures supplémentaires, c'est le cas de certaines théories, toujours avec le même formalisme. On peut même définir des espaces où il n'y a pas de points. C'est-à-dire qu'on peut même conceptualiser mathématiquement cette idée d'espace où il n'y a pas de points, c'est-à-dire on va de plus en plus petit, on n'arrivera jamais sur une vraie discontinuité, mais on n'arrivera jamais à un point non plus. C'est ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Tout ça rentre très bien dans ce même formalisme, qui d'ailleurs se généralise encore avec ce qu'on appelle de la topologie. Bon, je vais m'arrêter ici, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, pour résumer, c'est que vous voyez que finalement, j'ai essayé de vous montrer que toute la physique s'exprime par des notions géométriques, même si quelquefois ce sont des notions géométriques associées à des espaces qui ne sont pas vraiment des espaces physiques, mais des espaces internes, c'est quand même quelque chose de géométrique. Deuxième point, je pense que chaque fois que l'on parle de structures géométriques, on peut les analyser en termes de symétrie. Et enfin, je vous ai montré qu'il existe déjà une structure mathématique très générale, à savoir la structure d'espace fibré, qui englobe tout ce qu'on connaît à peu près en physique, et d'ailleurs en mathématiques au point de vue espace. C'est donc quelque chose qui permet d'ores et déjà de rendre compte dans un même cadre de toutes ces théories, d'où la possibilité, si vous voulez, l'espoir que c'est ce cadre-là qu'il faut utiliser pour bien comprendre les différences entre ces théories, mais aussi pour chercher une théorie qui les unifierait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est sans doute pas l'ultime généralisation, à savoir que peut-être il y a un cadre encore plus général que celui-ci, qui est, pour ceux qui connaissent, lié à la topologie, mais aussi à ce qu'on appelle les catégories et les défuncteurs, et qu'il me semble que, alors je crois qu'on peut vraiment exprimer tout ça dans ce cadre plus général, et il me semble que l'intérêt de rechercher la géométrisation maximale et exprimer ça en termes de géométrie nous donne quelque chose qui est tellement général et tellement qui est tellement général et à la fois tout à fait susceptible de généralisation et d'extension. Et c'est donc ce cadre mathématique nouveau, ça date seulement de quelques peut-être dizaines d'années, je dirais, pas plus, c'est ce cadre nouveau qu'il faut utiliser, qu'il faut appliquer à la physique si on veut chercher une physique qui va plus loin et spécialement une géométrie qui va plus loin. Merci. Sur la partie historique, vous êtes essentiellement parti de l'histoire grecque, de la science grecque. Il n'y a aucune trace de conception cosmologique dans l'Orient. C'est ma première question. Il y en a beaucoup, moi je ne les connais pas, mais Babylone, enfin je vous dis c'est Babylone, les Égyptiens ont beaucoup influencé la cosmologie grecque. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails, mais je sais que cette influence existe et qu'elle a été étudiée dans tous ces détails, mais moi je ne peux pas vous répondre. Il y a une influence.
deuxième question relative à l'astronomie. L'astronomie est une science d'observation essentiellement, on essaie d'expliquer par une théorie. Donc, ma question est la suivante. Parmi les faits d'observation astronomique, quels sont ceux qui, si j'ose dire, vous incitent à cogiter des espaces plus ou moins tordus tels que ceux que vous venez de nous expliquer? Quels sont les faits d'observation qui vous engagent dans ces recherches théoriques? Je dirais que ce dont je vous ai parlé n'est pas vraiment motivé par la cosmologie, puisque les nouveautés dont je vous parle, c'est essentiellement en fait, les échelles intermédiaires. Ça serait, vous savez bien que la relativité générale et la physique quantique sont des théories qui fonctionnent très bien, mais dont les fondements sont assurés que partiellement. Par exemple, en relativité générale, on peut se dire d'où vient la valeur de la constante G, d'où vient la constante cosmologique, pourquoi l'espace-temps à 4 dimensions et pas beaucoup plus ou beaucoup moins. Bon, ensuite, il y a des problèmes annexes comme celui de la masse cachée, on ne sait pas. Ensuite, quelle est la nature vraiment de l'espace? Est-ce que c'est quelque chose de matériel ou pas? Oui, il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser en relativité générale. En physique quantique, c'est encore pire. On va se dire d'où vient cette fameuse relation d'incertitude qui empêche de localiser? D'où vient la non-localité des objets? Alors, ce sont déjà... Quel est le statut des singularités, des divergences qu'on rencontre dans ces deux théories? Ce sont déjà des questions qui mettent en cause la structure de l'espace. Mais là où c'est une opinion peut-être davantage personnelle, moi, il me semble que de toute façon, il y a des insuffisances conceptuelles de ces deux théories séparément, et d'autre part, qui sont encore plus criantes lorsqu'on cherche à les fusionner de manière brutale. Mais il me semble que si l'on change de conception de l'espace, eh bien, d'une part, la fusion pourrait se produire de manière très naturelle, grâce à ce formalisme mathématique, et d'autre part, les singularités, les divergences, les problèmes qu'ont ces deux théories déjà séparément pourraient disparaître complètement. C'est un peu un vœu pieux, c'est-à-dire que je ne peux pas du tout prouver que ça marche, je ne suis pas du tout seul non plus à penser ça. Alors, il y a un physicien qui s'appelle Roger Penrose, qui pense que la clé du fameux problème de la mesure en physique quantique, qui est l'énigme numéro 1 en physique quantique, c'est la gravitation. Et que donc, le jour où on aura fusionné, s'il y a un jour, physique quantique et gravitation, tout ce qui apparaît aujourd'hui comme des problèmes de physique quantique sera résolu. Et selon lui, ça serait dû à la structure microscopique et même ultra microscopique de l'espace-temps. Quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas un pouvoir de discernement assez fin, mais qui existerait dans la structure intime de l'espace. Oui, vous avez parlé du dogme aristotélicien, de l'influence du dogme aristotélicien au début de votre exposé. La science aristotélicienne était d'abord finaliste, c'est-à-dire qu'elle se préoccupait d'abord des causes finales plutôt que des causes efficientes, à l'inverse de la science moderne. Ne pensez-vous pas qu'il ait existé aussi des dogmes galiléens ou des dogmes newtoniens? Et plus généralement, alors ce n'est que pure supputation, évidemment, ce n'est pas très scientifique, mais plus généralement, ne pensez-vous pas que la science déterministe en général puisse être un dogme? Alors, pour Aristote, je ne connais pas suffisamment Aristote pour pouvoir dire si vraiment c'était des causes finales, mais je pense plutôt que. Enfin, il y avait toutes les sortes de causes, mais d'un autre côté, je pense que sa description, finalement, était relativement indépendante de sa conception de la causalité. Et d'ailleurs, il me semble que la force de la physique, en général, c'est de pouvoir opérer indépendamment de telle ou telle position épistémologique, de telle ou telle position métaphysique, de telle ou telle position ontologique. C'est-à-dire, par exemple, l'espace. Prenons l'espace. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Je n'en sais rien. Il y a des arguments pour, des arguments contre, mais le miracle, c'est que j'arrive à faire de la physique sans avoir de réponse à la question l'espace existe-t-il ou non? Peut-être qu'il existe réellement, qu'il a une existence en soi, pour autant que ça veut dire. Peut-être qu'il n'existe pas, que c'est simplement, comme le disait Leibniz ou Newton d'une certaine manière, c'est simplement le moyen que j'ai d'organiser
la connaissance des phénomènes, à la limite, c'est une question très intéressante, mais pour faire la physique, je m'en fiche, je la laisse de côté. Et il me semble que c'est un peu pareil pour la causalité. C'est-à-dire, si vous voulez, les causes finales, enfin, il me semble que la physique est fondée sur l'idée de déterminisme et de causalité dans le sens habituel du mot. Et il me semble que les causes finales, qui sont effectivement rejetées par la physique, alors, c'est un dogme de les rejeter, je suis bien d'accord. De toute façon, faire la physique, c'est un dogme. Oui. La physique repose sur des présupposés mathématiques, métaphysiques, on est tous d'accord. Mais il me semble que si on se place du point de vue de l'épistémologie, on dit pourquoi pas des causes finales, il me semble que quelque chose doit justifier les causes finales. C'est-à-dire, les causes finales, c'est une finalité, c'est un but. Bon, on est tout de suite dans la métaphysique et très rapidement dans la théologie. En revanche, les causes ordinaires, si vous voulez, les causes efficientes, c'est peut-être un dogme, mais c'est justement le dogme de la physique. Et l'intérêt, il me semble, de ce qui s'est passé au XVIIe siècle, alors évidemment, on peut déplorer qu'il y ait une séparation des genres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait de la physique, c'est clair qu'on ne fait pas de la théologie, et réciproquement. Et on ne fait pas non plus de la peinture, alors qu'à l'époque, tout était mélangé. Mais justement, la physique a commencé à devenir efficace exactement du jour où elle s'est séparée. C'est-à-dire que là où on est devenu efficace, c'est quand on a renoncé à tout expliquer à tous les niveaux en même temps, dès qu'on s'est spécialisé. C'est pour ça que vouloir réconcilier ce qu'on appelle le concordisme, par exemple, vouloir réconcilier physique et religion, c'est absurde, parce qu'il n'y a pas à les réconcilier, ils ne sont pas du tout en opposition, et ils ont été fusionnés pendant des siècles. Ça n'a aucun sens de vouloir y revenir. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, quelquefois j'ai entendu parler du principe anthropique, qui effectivement est un retour aux causes finales. Et c'est complètement absurde, parce que c'est justement exactement se replacer dans l'optique du XVe ou du XVIe siècle. Ce qui n'est pas, c'est pas absurde en soi, mais c'est absurde parce que, disons qu'on a été jusqu'au bout de cette option-là, et on sait très bien quelles sont ses limites. Enfin, ça n'est pas de la physique, et ça n'est pas non plus de la philosophie, c'est une sorte de mysticisme. Merci. Dans votre exposé, vous avez parlé à un moment donné d'idée que pour avoir des discontinuités dans une partie de vie, il faut peut-être plus différencier qu'on connaît tout ce qui se passe. Est-ce que c'est pas tout bon? Dans votre exposé, Oui. Vous avez parlé à un moment donné de discontinuité possible. Dans l'espace, et peut-être que vous pensez qu'on peut plus faire le calcul différentiel qu'on a fait jusqu'à présent. Si l'espace est discontinu, on peut plus parler de champ différentiel, etc., comme on le pensait à l'ordinaire jusqu'à présent. Certainement. Est-ce que vous avez fait allusion à une certaine théorie de Laurent Notal? Est-ce que vous avez pensé à Pas ça? du tout, non. Non. Non, non. Parce que j'aurais voulu savoir, parce que comme il parle de ce genre de choses. Non, ça n'a rien à voir. Non, justement, je vous ai dit que quand on définissait un espace, on définissait des niveaux de structure. Donc il y a un niveau de topologie qui permet de parler de la continuité des fonctions, et un niveau de structure différentielle qui permet de parler éventuellement des différenciations de fonctions et de résoudre des équations différentielles. Eh bien, on connaît un moyen simple de construire une structure différentielle, c'est la structure différentielle ordinaire, en partant des points et puis en prenant un modèle, si vous voulez, sur l'espace normal. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il existe... alors une structure différentielle, en mathématiques, c'est défini par des axiomes. Et on s'aperçoit que la structure différentielle qu'on construit de manière normale, comme je l'ai dit, obéit à ces axiomes. Mais on s'aperçoit aussi, et ça c'est des travaux très récents, ça date de peut-être il y a 10 ans, on s'aperçoit, de moins de 10 ans je veux dire, on s'aperçoit que l'on peut construire des structures différentielles, donc finalement des manières de dériver les fonctions, autres que celles qui s'imposent à nous sur le modèle de R3. Et ça existe, et certaines de ces constructions correspondent à une structure de l'espace où il n'y a pas de point. C'est ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Ça veut dire que si vous essayez de regarder la matière, jusqu'ici, c'est une nouveauté. Parce que jusqu'ici, c'est un peu comme l'infini. Oubliez ça. Excusez-moi.
Si vous regardez de plus en plus, quelqu'un comme les atomistes aurait dit, eh bien on va regarder de plus en plus, puis à un moment donné, on tombe sur les atomes, c'est discontinu, donc on ne peut plus diviser, ça s'arrête là, il y a une fin. Et au contraire, Aristote aurait dit, ben, on peut toujours continuer, sans fin, jusqu'au point. Eh bien ça c'est une conception nouvelle, c'est-à-dire, c'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose où il n'y a pas de point, mais quand on va avoir une limite, finalement, au-delà de laquelle on ne peut pas aller, mais une limite floue, en quelque sorte. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe en physique quantique. Alors, en physique quantique, je vous l'ai dit, la physique quantique se joue dans l'espace-temps normal, donc dans l'espace-temps fait de points. Et le côté paradoxal, c'est que, alors que l'espace-temps est fait de points, on sous-entend qu'il y a la possibilité de localiser. Or, on ne peut pas localiser. Donc, on aurait tendance à dire que cette propriété d'impossibilité de localiser les objets, elle est due à la structure de l'espace-temps. Et pour ça, il faudrait trouver une structure de l'espace-temps qui interdit de localiser. Et bien justement, c'est peut-être celle-ci, la structure non commutative. Je voulais savoir si la théorie des espaces fibrés proposait une solution aux divergences de la théorie de la physique quantique et de la relativité générale sur la constante cosmologique. Pourquoi vous associez divergence à constante cosmologique? Bon, enfin, non, je vois ce que vous voulez dire. La théorie des espaces fibrés, il n'y a pas de théorie des espaces fibrés du point de vue physique. L'espace fibré, c'est un formalisme dans lequel on fait rentrer la physique quantique et la relativité. Donc si je prends ces deux théories, comme je l'ai fait là, je les analyse du point de vue des espaces fibrés, mais ça ne les modifie pas, elles font les mêmes prédictions. Quant à ce dont vous parlez, la constante cosmologique, moi je ne pense pas qu'il y ait de divergence entre les deux théories, c'est-à-dire la physique quantique n'a rien à voir avec la constante cosmologique. La constante cosmologique, c'est comme la constante de gravitation, c'est quelque chose qui est dans la relativité générale, qui a une certaine valeur. La valeur de la constante cosmologique, on ne la connaît pas, peut-être qu'on est sur le point de pouvoir la mesurer. C'est comme la constante de gravitation, on la connaît parce qu'on l'a mesurée, mais rien ne nous permet de prédire sa valeur. Et comme la constante cosmologique, pour le moment, rien ne nous permet de prédire sa valeur. Pourtant, la physique quantique prédit une valeur de la constante cosmologique. Non, ça, si vous entendez ça, si vous le lisez, c'est faux, parce que la constante cosmologique n'existe pas en physique quantique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il existe en physique quantique ce qu'on appelle quelquefois l'énergie du vide. Il vaut mieux appeler l'énergie d'un état fondamental. Il se trouve que quand on met ce terme dans les équations d'Einstein, il a une influence qui ressemble, qui d'ailleurs n'est jamais identique, à la constante cosmologique. Et il y a beaucoup de gens qui font la confusion, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a pas la même forme, conceptuellement c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir, vraiment. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la possibilité d'espaces non isotropes, très rapidement. Oui. On voit passer quelques articles de temps en temps relativement disséminés où on parle de preuves d'anisotropie de l'espace. J'aurais aimé avoir votre opinion à l'échelle cosmologique. Oui, effectivement, je ne sais pas à quel article fait allusion, peut-être ce de Souriau, non, je ne pense pas. Je pensais l'électromagnétisme quelque part. Alors, bon. Certaines découvertes d'anisotropie. Par exemple, supposez que dans l'espace, il y a un grand champ magnétique à l'échelle de l'univers entier. Je ne crois pas qu'on dirait que c'est une anisotropie de l'espace, parce qu'on a tendance à dire qu'un champ magnétique, c'est quelque chose qui est dans l'espace, mais ça ne fait pas partie de l'espace. Donc c'est pas parce qu'il y aura un champ magnétique que l'espace serait anisotrope. En revanche, si c'est un phénomène gravitationnel, c'est tout à fait possible. Il existe, si vous voulez, des modèles cosmologiques où l'espace est anisotrope. Supposez par exemple qu'il soit en rotation autour d'un axe, eh bien, cet axe serait dans l'espace une direction privilégiée. Donc voilà un exemple d'espace qui serait anisotrope. Ou supposez que l'expansion de l'univers ne se produise pas à la même vitesse dans toutes les directions. Eh bien, il y aurait encore une anisotropie. D'ailleurs, il pourrait y avoir une expansion dans une autre direction et une contraction dans l'autre. C'est quelque chose, ça ne correspond sans doute pas à la réalité, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. On pourrait imaginer un modèle cosmologique comme ça. D'ailleurs, ça a été construit.
Les observations nous montrent que ces modèles ne sont pas bons pour décrire notre univers, mais ils sont concevables. Ça veut dire qu'on peut concevoir des espaces anisotropes. À quoi cela t'indique que depuis l'Antiquité grecque et tout le Moyen-Âge, les distances relatives des planètes, ou le diamètre des fameuses sphères, et finalement, à l'exception du Soleil, étaient vues correctement? Était correctement mesuré parce que l'ordre de la Lune et des planètes correspond effectivement à l'ordre. Ah, vous voulez dire l'ordre ah, ben ça, c'est. Je pense que. Bon, par exemple, si vous prenez Vénus, vous voyez que Vénus n'est jamais loin du Soleil. Enfin, oui, c'est pour ça que. C'est le modèle Oui. Oui. Non, je ne sais pas. C'est centré sur la Terre. vérité de mesure ou d'observation. Ah, ils avaient des très bonnes observations. Ils n'avaient pas une grande précision dans l'angulaire, je dirais. Tycho Brahe, justement, l'a beaucoup amélioré. Mais ils avaient de bonnes observations. Mais comment déduisait-il effectivement cet ordre ça m'a toujours paru évident, mais je suppose qu'il faudrait faire le raisonnement très soigneusement, se mettre, faire un dessin. Il me semble que ça doit aller de soi, mais je ne me suis jamais posé la question. Oui, oui. Non, mais par exemple, oui. Vous voyez que forcément Mercure et Vénus sont attachés au Soleil parce qu'ils en sont toujours proches. Pour les autres, effectivement, peut-être par les périodes. Plus vont lentement que ils sont noirs. Oui. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. C'est ce que je dirais, oui, par la période, quoi, mais. C'est vraiment des écarts importants. Mars, oui, oui. Mars et Jupiter, c'est toujours Bon, sans doute c'est simplement ça. Peut-être y parvenait-il partiellement relativement à la Lune par les occultations. Pardon ? Par les occultations relativement à la Lune, du moins, de manière partielle. Je ne sais pas. Oui, si vous permettez, est-ce une raison éthique qui pousse les physiciens cosmologistes ou cosmologiciens, je ne sais pas, cosmologues, merci, à évoquer la recherche d'une théorie unificatrice? Est-ce que cela part d'un a priori sur un univers monoforme? Ça dépend des physiciens, je dirais. On peut voir les choses de plusieurs manières. Il y a une manière pragmatique qui est de répondre que finalement, si vous regardez rétrospectivement l'histoire de la physique, je ne dis pas que cette volonté était consciente, mais vous pouvez l'analyser comme une suite d'unification. C'est-à-dire, Galilée unifie les deux mondes, Newton unifie tous les mouvements, Einstein unifie l'espace et le temps, Maxwell unifie le magnétisme, l'électricité, la lumière, Einstein unifie l'espace, le temps, la matière, la gravitation. Bon, voilà. Donc, on se dit qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça doit aller encore plus loin. Ça doit continuer. Si vous voulez, le moteur de la physique, d'une certaine manière, par une analyse rétroactive, qui est effectivement peut-être tendancieuse, mais montre que ça semble marcher. Donc, puisque ça a marché, ça devrait continuer à marcher. C'est une motivation, je dirais, simple, mais qui, à mon avis, est très effective. Alors ensuite, on peut se dire, mettons que ça marche, pourquoi ça marche? Alors là, je dirais, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui se disent, pour des raisons, effectivement, peut-être pas éthiques, mais en tout cas, je dirais, métaphysiques, ou peut-être même religieuses, j'en sais rien, mais vous allez dire, le monde doit avoir une unité. Ça, c'est un dogme. Non, mais j'en sais rien. Vous pouvez penser, par exemple, vous croyez en Dieu, vous allez dire, Dieu a créé le monde avec une unité. Et cette unité, je dois la retrouver. Vous faites la grimace, mais c'est comme ça que fonctionnait Kepler, c'est comme ça que fonctionnait Newton, Galilée, ils fonctionnaient tous comme ça. Bon, Einstein aussi, d'ailleurs, je pense. Donc, vous pouvez penser ça. Il y a des physiciens qui pensent certainement comme ça. D'autres physiciens penseront différemment, ou peut-être d'ailleurs les deux, ils vont dire le monde où il est ni unifié ni pas unifié, mais
le processus même de la pensée, c'est une recherche d'unification. C'est-à-dire, si je veux penser à des phénomènes et réfléchir, par définition même de ce que c'est que la pensée, je vais tenter de les unifier, de les réunifier. Et la physique étant, je dirais, un mode particulier de pensée, rentre tout à fait dans ce cadre, donc cherche à unifier les phénomènes. Et c'est vrai que, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, c'est plus pratique d'avoir une seule théorie que d'en avoir plein. Même les pires positivistes, c'est-à-dire qui ne croient absolument pas, non seulement ne croient pas à l'unité du monde, mais qui ne croient même pas à l'arrêté du monde, donc ne se posent pas le problème de savoir s'il y a une unité ou pas, eux ils disent, quand on fait de la physique, autant chercher à unifier parce que c'est efficace. Quand on a unifié, on a forcément quelque chose de plus efficace. Donc vous voyez, vous pouvez avoir différentes manières de justifier votre position, mais il semble en tout cas que jusqu'à maintenant elle ait été efficace. Peut-être que c'est une simple illusion, mais en tout cas ça motive beaucoup de recherches. Ça peut paraître aussi utopique que les anciens qui voulaient que ce soit que des cercles. Oui, peut-être qu'on va s'apercevoir que. Mais enfin, d'un autre côté, bon, par exemple, la physique quantique vous dit que certains phénomènes obéissent aux préceptes de la physique quantique, justement, sauf la gravitation. Donc, ça veut dire le monde, il est quantique, mais du point de vue de la gravitation, il est classique. Ça paraît, il y a quelque chose qui paraît choquant, parce qu'on se dit, par exemple, bon, l'espace et le temps. Apparemment, on a l'impression qu'il existe l'espace et le temps commun à tous les phénomènes. Or, aujourd'hui, l'espace, vu du point de vue de la relativité générale, et l'espace, vu du point de vue de la physique quantique, le temps c'est pareil, sont très différents. Donc, on a envie de se dire, peut-être qu'on devrait les réunifier. Mais peut-être aussi que c'est une utopie et que la réponse, c'est que l'espace n'existe pas et que l'espace de la physique quantique et celui de la relativité générale sont fondamentalement différents. On n'arrivera jamais. Bien sûr, peut-être c'est possible, mais si on ne croyait pas à quelque chose, je crois que tous les acteurs de la physique ont cru à quelque chose. Il y en a beaucoup jusqu'à Einstein qui étaient vraiment complètement religieux, il y en a d'autres, leur religion c'était l'athéisme, mais je crois que finalement c'est à peu près la même chose. Donc il y a toujours quelque chose qui les pousse. Excusez, mais dans mon esprit, il me semble que la recherche d'unification dans ce domaine précis, c'est en quelque sorte une justification a priori de la théorie du Big Bang. Or, il peut y avoir, et il y a des savants qui se considèrent comme évidents, qui n'acceptent pas encore le Big Bang. Je dis, excusez-moi, mais bon, encore je ne vais pas, qui n'acceptent pas le Big Bang. Auquel cas, il est possible que cette recherche d'unification leur est moins nécessaire, peut-être. Je ne sais pas. Personnellement, je ne lis pas cette recherche d'unification au modèle du Big Bang. Du moins, pas directement. Bien sûr, il y a un lien, mais dire, si demain on montre que les modèles de Big Bang ne sont pas les bons, je crois que ni moi ni personne d'autre, ça ne nous empêchera de continuer à rechercher une unification des forces de la même manière avec à peu près autant d'ardeur. Cela dit, les modèles de Big Bang, c'est un cadre assez général. Il y a des détails qui sont contestables, mais des grandes lignes qui sont difficilement... C'est très subtil, parce que on peut contester les modèles de Big Bang, mais justement, je crois qu'on ne pourra les contester vraiment que lorsqu'on aura une théorie du genre, une théorie unificatrice, parce que je crois qu'on ne peut contester les modèles de Big Bang que le jour où on aura complètement changé nos concepts. C'est-à-dire que tant qu'on pensera à l'espace comme on y pense aujourd'hui, et autant comme on y pense aujourd'hui, on ne peut pas contester le Big Bang. C'est-à-dire que dans notre cadre de pensée, le Big Bang, c'est la théorie qui s'impose absolument. C'est comme si vous voulez, si vous vouliez dire la Terre ne tourne pas, bon, si on changeait ce que c'est que l'idée d'un corps solide, d'une rotation, de l'espace, peut-être que ça aurait un sens de dire la Terre ne tourne pas, mais aujourd'hui ça n'en a pas. Et le Big Bang, c'est pareil, il y a une expansion qu'on observe qui se manifeste à nous très directement. Donc si on voulait la contester, il faudrait vraiment que l'on ait des notions
théories complètement nouvelles, des notions complètement nouvelles de l'espace et du temps. Pour continuer sur le sujet, qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie complexité à magnifier ces références fondamentales dans lesquelles je voudrais mettre sur les avancées qui sont faites pour cette référence. Oui. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est que la physique quantique, telle qu'elle est exprimée actuellement, elle est exprimée dans le cadre d'un espace et d'un temps qui sont absolus, donc qui ne peuvent absolument pas changer. Or, la physique quantique, c'est finalement une théorie, c'est ce qu'on appelle une théorie non séparable. C'est-à-dire que si vous avez deux particules ou deux objets qui ont interagi entre eux, normalement, vous pouvez les décrire comme un système, comme un seul système, même si elles sont très séparées. Or, dans l'univers, vous voyez bien que les particules interagissent toutes entre elles. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les particules dont nous sommes faits dans cette pièce et même sur toute la Terre, toutes ces particules ont interagi entre elles, ne serait-ce que par la gravitation. Donc, du point de vue de la physique quantique, elles ne forment toutes qu'un seul système, et on doit les traiter comme ça. Mais le problème, c'est que ce système, c'est un système qui est en partie de nature gravitationnelle. Donc, du point de vue de la gravitation, l'espace et le temps doivent fluctuer. Donc, par simple logique, la physique quantique devrait traiter de la gravitation, donc devrait traiter des fluctuations de l'espace et du temps. Or, elle est énoncée dans un espace et dans un temps qui sont figés et qui ne peuvent pas fluctuer. Donc, déjà une première contradiction. Il y a beaucoup d'autres manières de les exprimer. Par exemple, il y a ce qu'on appelle en physique quantique le principe d'incertitude, qui interdit de localiser complètement une particule. Mais en pensée, on pourrait sans doute imaginer des processus gravitationnels, de nature gravitationnelle, qui permettraient de localiser une particule. Donc il y a une contradiction. Mais quelle que soit l'expérience de pensée fondamentale que vous concevez, finalement, je crois que vous avez une contradiction. Donc les concepts sont différents,